Une route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. C'est la seule course au monde qui regroupe autant de bateaux différents, autant de bateaux de prototypes au même moment pour partir faire une transatlantique. Donc c'est un événement exceptionnel. C'est de la compète à l'état pur, quoi. Moi, c'est un rêve de gosse qui devient une réalité. Traverser l'Atlantique en solo sur un Ocean 50 est pour l'instant la chose la plus incroyable que j'ai faite de ma vie. À la fin du mois d'octobre 2022, et comme tous les 4 ans depuis 1978, Saint-Malo se part de ses plus beaux atours pour accueillir la grande famille de la course au large. Ultime pirouette du destin, le Canadien Mike Birch, celui qui fut le premier vainqueur de la route du Rhum, c'était il y a 44 ans sur un multicoque, s'est éteint à 90 ans au moment où ses héritiers se retrouvent à Saint-Malo. 138 concurrents s'apprêtent à prendre le départ de la plus mythique des transatlantiques, la route du Rhum, destination Guadeloupe. Je déclare ce village de la route du Rhum 2022 ouvert. Un départ fixé au dimanche 6 novembre. Il reste alors 15 jours aux marins pour finaliser leur préparation et profiter de ce moment de partage avec des spectateurs venus de la France entière pour découvrir leur bateau. Le public peut aller voir les bateaux, peut aller voir les marins. Et puis ça donne un village assez imposant, le plus grand qu'on ait jamais fait, pour pouvoir accueillir ce public qui va venir nombreux dans un village qui est gratuit, ouvert à tous, avec des expériences à vivre du début à la fin. La Guadeloupe, destination de la course, est bien sûr au cœur de l'attention des visiteurs grâce à sa gastronomie, sa musique et son artisanat. C'est une super vitrine pour la région Guadeloupe. Quand vous avez dans une course telle que la route du Rhum 17 nations, quand vous avez la Chine, où il y a des millions d'habitants qui voient la Guadeloupe, c'est un plaisir pour nous, c'est une fierté pour nous. 7 skippers originaires de la Guadeloupe sont au départ de cette édition. Pour la première fois de l'histoire de la course, tous les bateaux, et quelle que soit leur taille, ont pu être amarrés dans les bassins Vauban et Duguay-Trouin, au pied des remparts de la cité corsaire, qui se transforme en un magnifique théâtre des rêves. L'accès au port de Saint-Malo est conditionné par le passage d'une écluse, et il a fallu toute l'ingéniosité des services portuaires et la dextérité des marins pour faire entrer les ultimes larges de 23 mètres dans ce corridor étroit. Les marges de manœuvre et de sécurité sont faibles et ce sera, à chaque passage, un moment de concentration extrême pour réussir cette prouesse. Afin de faire admirer au mieux la beauté de ces bateaux sous voile, l'organisateur propose des parades en mer à vue du public pour que chacun puisse prendre la mesure du défi qui attend les marins solitaires et qu'à chaque passage de sas, les skippers entrent dans cette écluse comme dans un stade de football pour communier avec les spectateurs. Les 138 concurrents sont répartis en 6 classes de bateaux. Les plus grands et les plus rapides sont les ultimes, des trimarans de 32 mètres sur 23. Ils seront 8 à se disputer le titre et le plus logique serait qu'ils arrivent en tête à Pointe-à-Pitre. Francis Joyon, le dernier vainqueur, Arthur Levaillant, Yves Le Blévec, Charles Caudrelier, Thomas Coville, François Gabard, Armel Lecléache affichent tous leurs ambitions, mais savent aussi que Charles Caudrelier est le grand favori.
je pars dans les meilleures conditions pour gagner, mais j'ai des concurrents redoutables, donc j'aurai la pression comme tous, et l'étiquette de favori, pour moi, moi je veux l'étiquette de vainqueur, mais pas de favori, je m'en fous. En Ocean 50, des trimarans de 15 mètres extrêmement rapides et maniables, ils sont 8 et ont beaucoup progressé cette année. Tous sont des prétendants à la victoire. Maniables et performants, ces trimarans nécessitent un engagement hors du commun et une capacité à résister au stress à toute épreuve. Sportivement, ça va être très dur, hein. Tout le monde peut gagner cette course dans notre catégorie, les 8 bateaux peuvent gagner. Donc la route va être longue, c'est à la fois un sprint et aussi de l'endurance. Il faut garder le bateau entier, ne pas casser. Donc c'est vrai qu'il y a le curseur à mettre au bon endroit, ça va pas être simple. Dans la catégorie Rome Multi, ces multicoques vintage ou ne rentrant pas dans les précédentes classes, c'est le retour du mythique trimaran Pierre Ier avec lequel Florence Artaud avait gagné en 1990. Skippé par Philippe Poupon et baptisé Flo, il devrait être le plus rapide de la classe. On retrouve des amateurs éclairés et des grands noms de la voile revenus goûter à la course sur des catamarans plus maniables et moins exigeants que dans leur glorieuse jeunesse. Roland Jourdain, Marc Guimot, Alvard Mabir devraient offrir un beau match au goût de vieux fourneaux. Pour les monocoques, les IMOCA, des prototypes de 18 mètres de long taillés pour le Tour du Monde, ils sont 38. Charlie Dalin est le grand favori car il a gagné toutes les courses de la saison. Avec Thomas Ruyant, vainqueur de la dernière Transat disputée, ce sont deux grands rivaux qui terminent un cycle sportif avec leur bateau sur cette édition de la Route du Rhum. Derrière eux, une quantité de marins éprouvés qui prennent en main des bateaux plus ou moins récents et qui devront avant tout découvrir et fiabiliser leur monture. Louis Burton, Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, Justine Métro, Maxime Sorel, Benjamin Dutreux, Boris Herman ou Paul Meillat voudront tirer le meilleur de leur nouveau jouet. Dans cette classe IMOCA, une deuxième division est composée de bateaux anciens, non munis de foil. Benjamin Ferré, Guirec Soudé, Louis Duc, Antoine Cornic se livreront un match dans le match. La classe 40 est la catégorie la plus représentée, 55 concurrents qui mêlent professionnels et amateurs. Ces bateaux ont vécu une révolution architecturale ces dernières années avec l'apparition de nouveaux dessins pour optimiser le passage dans la mer de ces bateaux de 12 mètres, les SCO ou bateaux à gros nez. Ils sont plus rapides car capables de rester au-dessus de l'eau, c'est le nouveau standard de la performance. Classe ultra compétitive, les prétendants à la victoire sont nombreux. Johan Richomme, Axel Tréhin, Xavier Macaire, Yann Lebinski ont tous l'envie de bien faire, mais de manière comptable. C'est Corentin Douguet qui a survolé la saison. J'ai pas fait le grand chelem, mais il est pas loin, donc c'est sûr que mes plus mauvais résultats, c'est des deuxièmes places. Donc oui, pour l'instant, ça se passe, j'ai envie de te dire, comme sur le plan, puisque j'avais annoncé que je venais ici pour gagner. Et voilà, maintenant, il faut finir le job, quoi. Enfin, les monocoques ne rentrant pas dans ces deux classes sont réunis dans la catégorie des Rhum Mono. Le plus rapide devrait être Jean-Pierre Dick sur un coursier de luxe de sa conception. On apprécie également la présence de voiliers de légende comme Critère 8 ou le Penduic 3 d'Éric Tabarly mené par Arnaud Pénarin, ou encore le retour de Catherine Chabot, députée européenne et première femme à faire le tour du monde en course à bord de son fidèle cigare rouge. Le parcours de la Route du Rhum destination Guadeloupe n'a pas changé depuis 1978. Un départ en novembre de Saint-Malo avec une ligne mouillée face à la pointe du Groin et un premier bord obligatoire pour aller virer la bouée CIC face au Cap Fréhel avant de quitter la Manche dans la première nuit. Il faut traverser le golfe de Gascogne, ne pas se faire piéger par l'anticyclone des Açores et accrocher les régimes d'Alizé pour filer vers les Antilles et contourner la Guadeloupe par le nord, laisser la bouée de Basse-Terre à tribord avant de finir à Pointe-à-Pitre, 3542 milles nautiques entre ces deux ports, soit près de 7000 km à la seule force du vent. À 72 heures du départ, l'inquiétude monte chez les marins car les prévisions météo sont alarmantes. Un reste de l'ouragan Martin balaie l'Atlantique Nord. Les vents sont violents et la mer levée par ce phénomène météo est énorme. La sortie de la Manche sera rendue impossible sans mettre les marins en péril et aucune solution échappatoire ne semble se dessiner. Fort logiquement, la direction de course choisit de décaler le départ, une décision applaudie par l'ensemble des skippers. J'ai décidé
de décaler le départ de dimanche à mardi dans la soirée ou mercredi matin. Après quelques heures de flottement, de décompression, le nouveau départ est fixé au mercredi 9 novembre à 14h15. Les marins se replongent alors dans les fichiers météo car l'édition 2022 s'annonce tout de même corsée. Mercredi 9 novembre, il est maintenant temps de prendre le large pour les 138 navigateurs. Par 15 à 20 nœuds de vent de l'ouest-sud-ouest, un temps ensoleillé, la procédure de départ est lancée. 15 secondes. La flotte s'apprête à couper une ligne de près de 6 km de large avec une zone définie par catégorie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ! À l'assaut d'un premier bord obligatoire vers le Cap Fréhel. Malgré le vent de face, les grands trimarans se lancent et imposent rapidement leur puissance. Devant leur étrave, 3500 milles, les plus rapides devraient boucler ce long périple constellé de dépressions automnales en moins d'une semaine. Il faut louvoyer pour atteindre la bouée CIC mouillée à une trentaine de kilomètres au pied du Cap Fréhel, envahi par la foule. Charles Caudrelier passe la première marque du parcours en tête. Armel Lecléache, François Gabard et Thomas Coville suivent tant bien que mal. Après 1 heure de navigation, le trimaran Edmond de Rothschild a déjà 8 minutes d'avance. Premier coucher de soleil, départ pas simple, mais on s'accroche à fond la caisse. Direction la sortie de Manche. Lors de la première nuit, les marins ne chôment pas. Il faut jouer avec les bascules de courant, optimiser les bords pour contourner les pointes de la Bretagne et faire face à une mer de plus en plus formée. Les manœuvres sont exténuantes mais indispensables afin de se recaler au mieux pour cette entrée dans l'Atlantique Nord. Charles Caudrelier n'a pas quitté la première place depuis le départ. Et voilà, première nuit. Bienvenue sur la route du Rhum. On a bien attaqué. La sortie de Manche a été vraiment dure. Il y a beaucoup de routes et c'est compliqué devant. On ne sait pas encore exactement où on va passer. Donc il y a 2 options qui se dessinent et c'est pas simple. À la différence du reste de la flotte, les premiers ultimes vont choisir de prolonger un peu le bord vers l'ouest après avoir passé le rail d'Ouessant pour aller chercher des vents plus forts à flirter avec la dépression qui arrive. Plus en retrait, Francis Joyon, Arthur Levaillant et Yves Le Blévec vont eux plonger tout de suite dans le golfe de Gascogne à la recherche d'une mer plus praticable. Jeudi après-midi, après 24 heures de mer à un rythme très soutenu, alors qu'il est dans le trio de tête de la course au début de la descente du golfe de Gascogne, Armel Lecléache se déroute vers l'Orient. Son bateau est endommagé et ne lui permet pas de continuer. Il repart en mer après 36 heures de réparation. Devant, la bataille est encore montée en intensité dans l'Atlantique. Caudrelier, Gabard et Coville se livrent à un combat de titans. On est entre le Portugal et les Açores, grosso modo. Et on a eu un grand ciel bleu là tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez avec les petites images de dehors, ça se couvre un peu. Il y a toujours pas mal de mer, mais vous savez, à la caméra, ça ne sent jamais la mer. Et on va aller dans une zone sans vent et on va essayer de la traverser au plus vite.
Toujours face au vent dans une mer formée, après 2 passages de front musclés, le franchissement de l'archipel des Açores occasionne de nombreuses manœuvres pour ajuster les trajectoires. La lutte des virements de bord est acharnée afin d'utiliser chaque souffle de vent dans cette zone de transition. Gabard revient à une trentaine de milles, Caudrelier parvient à défendre son leadership, mais c'est au prix d'une énorme débauche d'énergie, d'un engagement total et de grandes prises de risques. Les dernières marqueurs ont été épiques, la bagarre avec François là, dans le fort. Donc on avait passé un peu toutes les limites qu'on s'était fixées. Surtoilé, très compliqué d'arriver à la toile. Et c'était épuisant parce que j'ai pas pu dormir depuis très longtemps maintenant. Heureusement, j'avais bien dormi au début. Mais bon, la route est longue, le contournement de l'île, malheureusement, il existe. Donc il y a encore plein de pièges. Et il navigue très bien, son bateau va vite. En bordure d'anticyclone, les marins vont enfin pouvoir déployer leur grande voile d'avant pour naviguer au vent arrière et se lancer dans un run de vitesse et de vol échevelé. Caudrelier s'échappe et conforte sa marge d'avance. Le break est fait avant d'aborder l'atterrissage sur le tour de la Guadeloupe. Thomas Coville, bon 3e, a tenté des options de route, mais sans jamais parvenir à recoller au duo de tête, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier le moment. Les alizés. On a mis du temps à venir jusque là, mais on y est. Il fallait être capable de voler dans du tout petit temps, et on a été moins bon sur ce coup-là. Là, c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures, dans ce fameux alizé. Et c'est quand même bonnard, là. Charles Caudrelier a profité des dernières heures pour engranger quelques siestes réparatrices afin d'entamer le tour de la Guadeloupe qui pourrait être piégeux en pleine forme. Mais finalement, en passant la marque de la Tête à l'Anglais, au nord de l'île, il a 80 milles d'avance sur François Gabard qui ne pourra plus revenir. Les derniers bords sous le vent de l'île ne sont plus qu'une formalité pour le skipper d'Edmond de Rothschild. Attention pour l'arrivée. Maxime de Rothschild. 9h, 2 minutes, 25 secondes, je répète. Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum destination Guadeloupe pour sa première participation et il accroche un nouveau record de la distance qu'il a couverte en 6 jours et 19 heures. J'ai tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Il est là, celui qui a remporté Charles Caudrelier cette Route du Rhum. Quatre heures plus tard, pour la 2e édition consécutive, François Gabard prend la 2e place de la Route du Rhum destination Guadeloupe. C'était super chouette de pouvoir faire ça avec Thomas, avec Charles,
Voilà, on s'est bien tiré la bourre et en effet, le but du jeu c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième, quoi. Mais parfois les deuxièmes places ont aussi des petits goûts de victoire et c'est pas une victoire, mais comme il y a 4 ans, ça reste une course dont je suis fier. Thomas Coville complète le podium 10 heures après Charles Caudrelier. Je voulais féliciter Charles, bravo. C'est un beau vainqueur, c'est une belle équipe. J'ai l'impression d'être un privilégié incroyable que d'avoir eu le droit de faire ce match avec ces 2 autres athlètes. Je me suis vraiment éclaté, comme jamais. À 66 ans, Francis Joyon termine sa 8e Route du Rhum. En 4e position à la barre du bateau triple vainqueur de la Route du Rhum, c'est le premier bateau du classement à ne pas voler sur des foils. La Route du Rhum destination Guadeloupe 2022 a connu son premier drame avant même le départ. Dans la catégorie des Ocean 50, les trimarans de 15 mètres, celui que beaucoup présentaient comme l'un des favoris, le Britannique Sam Goodchild, se retrouve hors jeu dès la procédure de lancement de la course. Goodchild se blesse grièvement au bras et au visage lors d'une casse matérielle qui provoque un retour de manivelle violent de son winch. Son équipage, le voyant gisant dans le cockpit, remonte sur le trimaran qu'il venait de quitter. Sam Goodchild est évacué du bord et ne prend pas le départ. C'est le premier coup de théâtre de la course. Ils ne sont plus que 7 à s'élancer vers la bouée obligatoire du Cap Fréhel. Erwan Leroux sur Coesio, Quentin Vlaminck sur Arkema, Sébastien Rogue sur Primonial, Thibaut Vauchel-Camus sur Arcep, Armel Tripon sur les Petits Doudous, Éric Perron sur Comme il faut, tous attaquent pleine balle cette sortie de la Manche. Gilles Lamiré, lui, est rapidement en retard après des problèmes techniques de chariot de grand voile avant le départ, relégué à plus de 15 000 en quelques minutes. À bord de Coesio, c'est parti. On profite d'un magnifique coucher de soleil sur la baie de Saint-Brieuc. Premier lever de soleil de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Après une nuit géniale sous la lune qu'on a encore avec nous là. Mise en jambe vraiment impeccable. Parfait pour s'amariner et rentrer dans la régate. La flotte, dans son ensemble, a choisi de virer à la Pointe Bretagne et de s'abriter de la longue houle venue de l'ouest de l'Atlantique. La descente vers l'Espagne se fait par l'intérieur du golfe de Gascogne. En meute, les trimarans sont face au vent dans une mer inconfortable. La navigation en groupe impose une cadence très soutenue. C'est parti. La première place change au rythme des virements, mais les écarts sont infimes. 12 000 nautiques entre le premier et le 5e. Quentin Vlaminck se révèle. Un début de course assez engagé, avec beaucoup de manœuvres à la pointe de la Bretagne. Mais ça c'est fait. Là, on est au milieu du golfe de Gascogne, on va pas tarder à passer pas loin du Cap Finistère et aller rejoindre un front avec 25 à 39 vents. Après 3 jours de mer, les routes divergent pour la première fois entre les Ocean 50. Il s'agit de franchir une zone sans vent après un premier passage de front au large du Portugal. Quentin Vlaminck et Thibaut Vauchel-Camus poussent à l'ouest et sont les premiers à retoucher des vents forts en bordure du deuxième front dépressionnaire qui arrive. Une navigation très engagée. Erwan Leroux, Sébastien Rogue et Armel Tripon restent plus centristes. Éric Perron est parti très au sud pour tenter de contourner la dorsale anticyclonique, une option peut-être payante mais à long terme. Thibaut Vauchel-Camus, incisif, accélère en tête de la course dans du vent fort généré par le front froid. Mais le funambule bascule, le trimaran est balayé par une forte risée le 12 novembre au soir.
10 heures que j'ai chaviré. Je sais que je pensais attaquer fort, mais j'étais raisonnable. Donc ça a été bien payant parce qu'on était en tête et bien en tête. Et là, c'est dur de voir le bateau avec le mât qui se touche dans l'eau. On est juste à côté, on vient de passer par le travers là, à 150 mètres. Il est secouru au matin par le Mérida, le bateau de secours motorisé d'Adrien Hardy, un ancien skipper qui suit la flotte des Ocean 50. Le trimaran renfloué sera remorqué jusqu'aux Açores. La flotte, elle, poursuit sa descente vers la chaleur. C'est la première fois depuis le départ que je sors de la cabane. Et ça fait du bien de prendre l'air. On peut même sortir sans se faire mouiller. Voilà, ok. Sorti les lunettes, le t-shirt. Ça fait enfin du bien. Et voilà, ça glisse tranquillement. Quentin Vlaminck est désormais seul en tête. Opiniâtre et décomplexé pour sa première transatlantique en solitaire, impressionnant de lucidité, dosant ses attaques et sa navigation, il aborde les alizés et la phase de vente arrière avec une bonne avance sur Erwan Le Roux et Sébastien Rogge. Il compte jusqu'à 70 000 d'avance au 4e jour de course. Sébastien Rogge est dans le coup, parfois deuxième, mais le combat dans les alizés est rude. Ça a été un peu dur pour nous, là, le contournement des Açores. Quentin s'est fait un peu la malle, mais c'est pas très grave. La route est longue et semée d'embûches. Armel Tripon est distancé, ayant pour principal objectif de rallier la Guadeloupe, le skipper des petits doudous temporise. Voilà, c'est quand même sympa, non? Erwan Le Roux, prudent au début de transat, se montre de plus en plus agressif. Il passe en mode attaque en approchant la Guadeloupe. Erwan, il est trentaine de mille sur mon nord-est, avec Sébastien Rogge aussi. Donc c'est chaud là pour le trio de tête. On donne tout. Il va falloir mettre du charbon pendant ces 4 prochains jours pour essayer d'aller chercher le premier. À la faveur des recalages sur la route directe, Le Roux grappille 1000 après 1000 sur Vlaminck. Il optimise chaque oscillation du vent et passage de grains orageux. Poussé par un alizé qui se renforce, Le Roux utilise parfaitement la puissance de son trimaran aux allures portantes. Le skipper de Comme il faut, Éric Perron, constate de son côté que son option sud n'a pas payé. Juste avant le sprint final, Erwan Le Roux accentue la pression sur Quentin Vlaminck, qui tente de le contenir au moment d'aborder le crucial tour de la Guadeloupe. Tout pourra se jouer là, à l'issue de cet ultime virage. Erwan Le Roux passe la marque de la tête à l'anglais en tête. Quentin Vlaminck profite des dévents guadeloupéens et revient sous le vent de l'île pour passer la bouée de Basse-Terre de nouveau en première place. Mais Coesio, à l'expérience, arrache la gagne dans le dernier virage du canal des Saintes. Erwan Le Roux gagne avec 18 minutes d'avance sur Quentin Vlaminck. Il remporte sa deuxième route du Rhum destination Guadeloupe, comme Laurent Bourgnon ou Roland Jourdain avant lui. Vlaminck voit la victoire s'envoler pour un souffle après 10 jours et 21 heures de mer vécu à un rythme survolté. Et je suis hyper content. C'est un truc de malade. Hein. Ouais. Ça s'est joué à une longueur. C'est comme si lui ou moi, c'était pareil. C'est tombé du bon côté pour moi, mais il en gagnera d'autres. Il a le talent pour en tous les cas. Ouais, j'étais super fier de partager ça avec toi. C'était top. Merci Erwan. Bravo d'avoir gagné. T'as fait une sacrée course. Je t'ai bien ouvert la voie, quoi. C'est clair. Sébastien Rogge termine 3e. Les 37 concurrents de la classe IMOCA au départ de la route du Rhum destination Guadeloupe s'élancent au large de Saint-Malo le 9 novembre pour un sprint d'une dizaine de jours à bord de leur monocoque de 18 mètres, pensé et dessiné pour faire le tour du monde. C'est parti! Départ un peu sport, avec tous ces bateaux là auprès. Les petits croisements entre IMOCA. C'est serré!
Allez, il n'y a plus qu'à aller chercher la porte à frais, allez. Et un petit contournement de la Pointe Bretagne avant de faire route vers l'ouest. Au départ, tous les observateurs n'avaient qu'une certitude dans cette classe, la domination à venir de Charlie Dalin à bord de son Apivia pour une dernière course à bord de ce monocoque avant d'en construire un neuf. Rigoureux, performant, engagé, Charlie Dalin déroule au cours de ses premiers jours une sublime partition. Placement sur le terrain de jeu, stratégie météo, choix des voiles et réglage de son navire, Dalin domine son sujet dans tous ses aspects et complexités. Ça s'annonce un peu tactique, stratégique et les prochains jours, donc ça passe pas mal de temps à la météo et j'essaie aussi de me reposer. J'ai pas eu beaucoup d'occasions qui démarrent. Non content d'être en tête et ce malgré des conditions de mer et de vent très rugueuses dans les passages de dépression, Charlie Dalin creuse son avance. Il compte jusqu'à 80 000 de marge sur ses plus proches poursuivants. En 72 heures de descente de l'Atlantique, le skipper écrase ses rivaux pourtant prévenus. Premier sur la ligne, premier à Fréhel, premier à Ouessant, premier aux Açores, la première partie de course de Dalin est parfaite. Mais le récital d'Alain est contrarié par la météo qui systématiquement l'empêche de s'échapper définitivement et permet à ses adversaires de recoller et de ne pas perdre totalement espoir. Le premier des dauphins, c'est l'inoxydable Thomas Ruyant qui, en embuscade, attend son heure. Bon, la route va être longue, hein. La route va être longue. Je sais pas vraiment par où ça va passer pour l'instant. Voilà. Je pense je vais faire pas mal de météo et de mise à jour pour essayer de trouver la bonne trajectoire. Parmi les 7 bateaux neufs de cette flotte, Jérémy Bayou est le plus régulier et impressionnant. Dur au mal et pugnace, il s'accroche lui aussi au tempo et ne quitte pas le trio de tête. On est en train de passer l'archipel des Açores là. C'est juste là dans notre nord. Il y a du boulot depuis le début et puis là il y a les prochaines heures vont vraiment être cruciales selon les choix qui sont faits. À la barre des foilers neufs, les poursuivants que sont Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, Paul Meillat et Maxime Sorel vivent un stress maximal. La régate accapare leurs esprits, mais leurs corps sont malmenés. Ils découvrent leurs bateaux volants dans des mers formées, tentent de les dompter et surtout de ne pas tout casser. La mer est dégommée. Il va falloir trouver la limite entre pas casser le bateau et aller vite. La casse matérielle a déjà frappé la flotte dans une traversée du golfe de Gascogne dans des conditions brutales. Plusieurs IMOCA ont dû renoncer en raison de dématage, de collisions ou d'incendies à bord. Damien Séguin, Kojiro Shirashi, Fabrice Amedeo, Louis Burton ont été contraints à l'abandon dans cette course particulièrement dure. Tous les marins sont saufs, mais le moral est en berne. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Au cœur de l'Atlantique, après avoir tourné autour de l'anticyclone, Charlie Dalin touche les alizés. On est encore passé au sud de la zone de vent faible là. Là on avance pas mal, on est à 19 nœuds. Après une première partie de course face au vent, les skippers sortent toute la toile pour accélérer encore et faire parler toute la puissance de leur grande luge. C'est l'allure à laquelle Linked Out est le plus rapide. Au prix d'un engagement total, Thomas Ruyant parvient alors à recoller au tableau arrière de Charlie Dalin. Ça commence à aller vite. On risque de ralentir un tout petit peu devant, mais on est dans le bon couloir devant, juste dans l'est de l'anticyclone. Entre l'anticyclone et sa dorsale. Je suis aux manettes. Voilà. La bloc. La compétition entre alors dans une nouvelle phase, une course de vitesse au vent portant, où chaque grain qui provoque des surventes peut devenir un piège, où chaque nuage peut devenir une trappe. Ah là on voit à biotherme. Il est à 20 nœuds.
Bah, moi, je suis à 4 nœuds 5. Et j'ai plus qu'à attendre. Faut que ça s'évacue, ça. Et voilà comment tu perds 20 000, comme ça. Là, je suis dégoûté. Les marins enchaînent les manœuvres pour avoir la bonne voilure et utiliser la moindre variation d'angle de vent. Dans le groupe de chasse, la lutte est tout aussi ardue, à vue, au gré des empannages, les concurrents se croisent sur l'échiquier. Je viens de croiser Charal, donc c'est bien, on est au contact. C'est régate au contact. La Guadeloupe est encore à plus de 1000 milles. Charlie Dalin est en première position depuis 8 jours, mais son avance a fondu. Grâce à son abnégation, Thomas Ruyant passe en tête dans la nuit du 17 novembre. Les deux favoris se livrent alors à un duel de très haut niveau, un match d'empannage et de réglage à grande vitesse où rien n'est jamais acquis. Après avoir cru faire le plus dur en décrochant Dalin, celui-ci revient. Tout est alors à refaire pour Thomas Ruyant qui serre les dents. Voilà un peu l'ambiance. Des grains partout, on a eu ça toute la nuit. Et là ça continue encore. On passe de 10 à 35 nœuds, c'est difficile, ça redistribue les cartes forcément. Le Tour de la Guadeloupe n'y changera rien. Survolté, Thomas Ruyant défend sa première place si chèrement acquise et ne laisse aucune ouverture à Charlie Dalin. Linked Out coupe la ligne après 11 jours et 17 heures de mer. Thomas Ruyant s'impose sur la route du Rhum 2022, lui aussi rentre dans le cercle des doubles vainqueurs après une première victoire en 2010 en classe 40. Je crois que c'est la plus belle. Il y a eu des victoires déjà, mais celle-là, elle est particulière de par l'engagement qu'on a tous mis. Là, on avait une classe IMOCA avec 36 bateaux au départ, avec des sacrés marins. Et puis on les a mis derrière. Bravo! 2 heures plus tard, c'est Apivia qui se présente à l'arrivée. Après le Vendée Globe, la Solitaire du Figaro et la Transat en double, encore une fois, Charlie Dalin se casse les dents sur la plus haute marche d'une course au large. J'ai participé aux 3 grandes classiques en solitaire et en fait j'ai que des places de deuxième sur ces grandes classiques. Quoi. On va pouvoir m'appeler Poulidor bientôt, je crois. Jérémy Bayou complète le trio avec 4 heures de retard sur Ruyant. Suivent Kevin Escoffier, Maxime Sorel, Paul Meillat, Justine Métro en une dizaine d'heures. C'est finalement Sébastien Marseille qui termine premier bateau à dérive en 11e place. Quelques jours plus tard, 6 jours après Thomas Ruyant, le premier skipper guadeloupéen rejoint l'île Papillon en 18 jours de course. Rodolphe Seffo est accueilli en héros après avoir relevé ce défi. C'est grâce à vous qu'on peut vivre des belles aventures comme ça. C'est grâce aux Guadeloupéens que la route du Rhum est une si belle course. À Saint-Malo, la procédure de départ de cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe en classe 40 vire à la foire d'Empoigne. Une grande partie des 55 skippers de ces monocoques de 12 mètres souhaitent partir au sud de la ligne, sur un bord favorable bâbord Amur, afin d'entamer leur remontée vers le Cap Fréhel. Mais le courant pousse les bateaux vers la ligne et certains se retrouvent coincés trop tôt, obligés de couper la ligne avant le signal. Les fautifs ont alors 48 heures pour réparer une pénalité de 4 heures. 3, 2, 1, départ! Or, si les autres classes de bateaux s'envolent, les petits monocoques mettent plusieurs heures à remonter en tirant des bords jusqu'au Cap Fréhel. Laisse le train derrière moi. C'est trop cool. À 18h15, Mathieu Perrault est le premier de la classe à passer la bouée CIC du Cap Fréhel et se lancer vers l'ouest.
Les cadors sont là, en nombre. Jan Lipinski, Xavier Macaire, Ambrogio Beccaria, Corentin Douguet sont sur les réglages pour faire avancer leur bateau face au vent. La régate côtière commence et dure toute la nuit pour quitter la Manche au plus vite en jouant avec les forts courants de marée et le vent qui faiblit. Johan Richomme, le tenant du titre, et Axel Tréhin, pris par la patrouille en volant le départ, voyant le vent mollir et la bascule de courant s'inverser, choisissent d'effectuer leurs 4 heures de surplace avant même de passer la bouée. Ils souhaitent ainsi perdre le moins de terrain possible sur leurs concurrents qui ont du mal à progresser dans leur contournement de la Bretagne. Premier matin, du deuxième jour de cette route du Rhum, à côté d'Axel Tréhin. On est reparti, pas forcément facile à encaisser cette pénalité, mais c'est comme ça. Je crois que là on a une vingtaine de milles de retard sur les premiers. Ça aurait pu être beaucoup plus salé que ça. Donc voilà, on va continuer de pousser. Au pied du mur, après cette pénalité initiale, Johan Richomme n'a plus le choix. Il doit passer à l'attaque avec pour objectif de remonter à l'avant de la flotte afin de ne pas se laisser décrocher. La tête de la course arrive en Atlantique et croise à la pointe Bretagne entre Ouessant et le continent pour descendre vers le sud-ouest. Une fois que je vois la terre, normalement, c'est de l'autre côté. Bon, déjà, on va essayer de sortir du front de mer. Plus les skippers prennent de l'ouest, plus les conditions se dégradent. La mer est croisée, le vent forcit. Ce n'est qu'une mise en jambe avant d'essuyer les premières dépressions. En direct de Ouessant, la mer est démontée. Voilà, ça coince fort. On va réussir à passer, mais c'est chaud. 2 passages de tempête sont prévus en ce début de course et sont à franchir sur la route des Açores. On est en train de passer le premier front. C'est là. Il y aura le deuxième ici. Ça souffle. Les classes 40 sont vulnérables. Face au vent et bas sur l'eau, le choc est brutal avec une mer démontée. 2 concurrents dématent et les avaries sont nombreuses après ce fort coup de vent. Bon voilà, un peu. Là, on est encore prêt à taper des pioches. Soirée. On voit pas près qui arrive comme une fusée. Il va 2 fois plus vite que tout le monde. C'est bon, on a viré de bord derrière le front. C'est pas trop mal passé, mais alors c'est d'une violence. Johan Richomme, lui, poursuit sa remontée. Gros cœur, il tient plus de toile, plus longtemps, fait de bons choix de placement pour franchir les zones fortes ou sans vent. Le skipper de Paprec Arkea traverse la flotte de part en part, effectuant une incroyable remontée dans la traversée du golfe de Gascogne. Au large de l'Espagne, il est déjà revenu dans les 5 premiers. On progresse difficilement. Face aux vagues, le front est en train de passer, on voit l'éclaircie à droite. En tête depuis le départ, Corentin Douguet, l'autre grand favori, fait face à des problèmes mécaniques depuis la première nuit. Son moteur ne démarre pas, or, à bord, l'énergie est essentielle pour faire fonctionner l'informatique nécessaire au travail météo, aux communications et aux pilotes automatiques. Une énergie qui est fournie par un moteur thermique, des capteurs solaires, des éoliennes et des hydroliennes. Corentin Douguet passe chaque jour plusieurs heures à tenter de réparer son moteur. Et voilà, le résultat de ça, c'est que j'ai toujours pas de moteur, donc ça va, on va faire 100. Et que, à force de faire du bricolage au lieu de faire du bateau, j'ai laissé Yo-Yo se parer un peu. Xavier Macaire, lui aussi aux avant-postes depuis le départ, doit faire face à une faiblesse de sa coque. Meurtri par les chocs, il ralentit pour faire de la stratification afin de renforcer son bateau. La répa a l'air de tenir bon, donc on continue comme ça, tant que la répa tient bon, on attaque. Alors on va essayer de remonter, de grappiller un petit peu ce qu'on peut. Après un impressionnant comeback, Richomme prend la tête juste avant le passage des Açores et ne la lâchera plus. Imposant aussi à ses adversaires son rythme aux allures portantes.
Derrière lui, la lutte pour la deuxième place est acharnée entre Douguet et Beccaria. Voilà, on traverse un océan et puis on se retrouve avec un petit Italien là, à même pas 1 mètre. Bombardé, il est sous grand ski, je sais pas comment il fait. Il est bon, hein, le petit Ambrogio là. Ambrogio Beccaria, à la barre d'un bateau entièrement italien et qui est resté au contact tout au long de la première semaine, réussit un superbe finish et se bat pour la deuxième place jusqu'au bout. Là, yeah. La dernière ligne droite pour la ligne d'arrivée. On vient de se prendre un énorme grain. Ça pour bien finir, hein. C'était pas assez dur comme ça. Johan Richomme coupe la ligne le 23 novembre après 14 jours et 3 heures de mer pour réussir l'extraordinaire performance de gagner pour la deuxième fois consécutive cette route du Rhum destination Guadeloupe. Hyper fier de l'avoir remporté parce que je pense que le plateau était quand même encore plus relevé qu'il y a 4 ans. L'Italien Ambrogio Beccaria termine 4 heures derrière pour conserver la deuxième place devant Corentin Douguet 3e et le Suisse Simon Koster 4e. Les 29 skippers de la classe Rhum sont répartis en 2 catégories, 17 multicoques et 12 monocoques. Des classes très hétérogènes, avec des amateurs, des semi-pros, des anciens skippers aguerris sur des catamarans de croisière, des marins sur des montures de légende, tous ont en commun de s'être employés à vivre leur grande aventure le plus longtemps possible. Pour certains, la course fut émaillée de passages à terre. C'est le cas de Philippe Poupon sur le trimaran de Florence Artaud qui s'arrête à Port-la-Forêt puis à La Corogne avant de prendre une route très sud pour éviter les grosses dépressions automnales et permettre à l'ancien Pierre Ier de revoir Pointe-à-Pitre 32 ans après sa victoire. Au sortir du golfe de Gascogne, Brieuc-Maisonneuve, sur un catamaran de 15 mètres, choisit lui d'aller droit vers l'ouest. Grâce à cette position, il pointe en tête de la catégorie des Rhum Multi, affronte au près les 2 premiers passages de front, mais c'est dans cette zone que son catamaran de 9 tonnes est balayé par une rafale. Brieuc ne peut éviter le départ à la bâtée, le bateau se couche dans l'eau, le skipper réfugié dans son bateau attend les secours. Brieuc. C'est Jean-Pierre Dick, alors nettement en tête chez les Rhum Mono, que la direction de course a dérouté sur zone et qui parvient à récupérer le naufragé. Je suis sur le bateau de Jean-Pierre Dick qui m'a gentiment récupéré ce matin après un chavirage assez violent. Et voilà, un grand merci pour tous vos messages de soutien. Jean-Pierre Dick dépose Maisonneuve sur l'île de Punta Delgada aux Açores avant de reprendre son cavalier seul. Il bénéficie de 8 heures de bonification pour ce sauvetage. Commence alors pour le Niçois une descente plus favorable encore à son engin. Loin derrière lui, Catherine Chabot est en 2e position. Wilfried Clerton sur critère bataille avec Willy Bissinte. En Rhum Multi, la première place est maudite. Après Maisonneuve, c'est le navigateur belge Gilles Burkenhout qui, sur son trimaran, est sorti des difficultés de la première semaine avec maestria, semblait avoir course gagnée, mais qui est lui aussi balayé par une vague associée à une grosse rafale. Le retour en Guadeloupe se fait à bord d'un bateau de secours. En 3 secondes, même pas, le bateau il était à la verticale. Verticale soulevée par l'arrière du bateau. J'ai vu le précipice devant moi, je suis tombé à l'eau. À ce moment-là, donc à peu près 10 mètres de haut, je suis tombé à plat sur le dos. Dans l'eau, j'ai vu le bateau à la verticale sur moi qui retombait. Mais bon, je me suis enfoncé dans l'eau sur 1,50 m, vu la chute. Et donc le bateau, à ce moment-là, est tombé dans l'eau. Et quand je suis ressorti de l'eau, le bateau était à plat, à l'envers, évidemment. Et même si on fait des stages de survie, de tout ce qu'on veut, la réalité, c'est encore autre chose. Et quand vous nagez 50 mètres dans l'eau pour aller récupérer la bouée couronne qui a été balancée du bateau, vous vous en souvenez, quoi. Hein, donc c'est pas simple, quoi. Mais bon, voilà, je l'ai fait et je suis là. Je suis content d'être là. Ce sont donc les catamarans de croisière qui se retrouvent en première place à la bagarre dans les Alizés puis sur le tour de la Guadeloupe. Roland Jourdain coupe la ligne en tête devant Loïc Escoffier, mais finalement c'est le Malouin qui s'impose après une pénalité infligée à Jourdain pour une rupture de plomb sur son moteur.
Loïc rejoint donc son père Franck-Yves au palmarès de la Route du Rhum après 16 jours de mer. Papa en a 3. Papa 3 routes du Rhum. Moi ça m'en fait une, donc ça fait 4 routes du Rhum. C'était moins dur. Mais il dit que c'était moins dur, mais que ce soit dur ou pas dur, il faut toujours aller les gagner. Et ce qui a été fait là, on ne pourra pas nous l'enlever, voilà. Et ça c'est top. Voilà. Bravo. Merci. Hein. Ils l'ont, putain. Ah, c'était top. C'était top. Ah ouais, C'est Marc Guimot qui prend la 3e place. En Rhum mono, Jean-Pierre Dick remporte sa première grande course en solitaire en 16 jours et 13 heures. C'est vraiment une très belle course, donc je suis très fier d'avoir mis mon nom sur les tablettes quelque part de cette édition. C'est qui a gagné? 3 jours plus tard, Catherine Chabot termine 2e. C'est Wilfried Clerton qui est 3e sur critère, l'ancien monocoque de Michel Malinowski qui terminait premier monocoque il y a 40 ans, en 1982. Willy Bissin termine 4e et améliore son classement par rapport à ses précédentes participations. En 2014, j'avais fait une belle route du Rhum, j'avais fait 6e. Et donc là, ça c'est 4. Donc bon, mais c'est vrai que je voulais le podium. Et la prochaine, il gagne. La prochaine, il gagne. Pour tous les marins, la longue traversée se termine dans le petit paradis de Pointe-à-Pitre. Certains d'entre eux, dont François Gabard ou Yves Le Blévec, ont pu partager leur passion pour la voile avec les spécialistes des canots saintois, voiliers traditionnels de la Guadeloupe, au cours de régates acharnées. La 12e édition de la Route du Rhum fut un très bon cru, avec des favoris au rendez-vous de l'histoire, des nouveaux records de la traversée dans la plupart des catégories, un nombre impressionnant de participants au départ comme à l'arrivée, de nouvelles fortunes de mer et des sillages magiques qui renforcent encore la légende de la plus belle des transatlantiques de la course au large.